bienvenue dans ce Trendstalk de fin d'année. Nous allons parler aujourd'hui d'économie, mais aussi d'un enjeu qui est bien vivant, si l'on peut dire, en tout cas bien tendu en cette fin d'année, c'est la guerre, la paix, les discussions de paix, mais aussi la manière dont on peut résister à tout cela. Et pour ça, on reçoit Geoffrey Mormal, qui est CEO d'Aelix Systems. Alors pourquoi je dis tout ça ? Bonjour d'abord. Bonjour Olivier. Alors je dis tout ça parce que vous avez relancé une entreprise, on en parlera, qui existait déjà depuis un certain temps, et vous faites notamment des drones tueurs. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors j'appelle plutôt ça des drones de dissuasion défensive. C'est plus joli. Et c'est plus la réalité, parce que notre but n'est pas de développer des drones qui vont tuer des gens, mais bien de s'assurer qu'en cas d'agression, on ait un moyen de se défendre. Et donc, nous, on développe des machines qui ont pour but de pouvoir exploser à la demande sur des cibles bien précises, tout en passant tous les systèmes de sécurité qu'on voit aujourd'hui, qui nous protègent contre les drones. Donc c'est des drones qui peuvent s'en prendre à des humains, c'est aussi des drones qui peuvent s'en prendre à des drones, enfin comment ça... Tout à fait, donc on a à la fois des capacités offensives et défensives contre les drones, pour leur permettre d'éviter d'entrer dans des zones sensibles. Selon la charge qui équipe le drone, on va pouvoir s'attaquer aussi, malheureusement, à l'humain, à des bâtiments, à des gros équipements type avions, bateaux, etc. Le but est vraiment qu'on ait un porteur efficace et qu'on embarque une charge explosive à bord de celui-ci. Alors vous allez nous raconter ça en détail, mais nous étions rencontrés à Helsinki, ça ne s'invente pas, dans un salon qui s'appelait Slush, qui met en fait en relation des startups, de petites entreprises qui se lancent et des investisseurs, des fonds d'investissement. Et alors vous avez fait un tabac là-bas, parce que évidemment c'est une technologie qui est très importante aujourd'hui. Alors effectivement, c'est très demandé. Alors, je ne peux pas dire de façon très humble que c'est un tabac, mais en tout cas, on a eu pas mal de rendez-vous, effectivement. Et on a eu des rendez-vous très importants avec des investisseurs industriels qui ont été très concernés par le domaine et qui, a priori, voient l'intérêt de notre technologie et ses débouchés. On avance avec plusieurs d'entre eux actuellement sur la levée de fonds qu'on s'était fixée. Et donc, sur le principe, en tout cas, le salon a été tout à fait intéressant. Et aussi, d'autre part, ça nous a permis de valider l'aspect du montage capitalistique que nous souhaitions mettre en place, tout en ayant l'intérêt de la part du marché. Parce qu'en fait, il y a une double facette, j'allais dire. D'une part, il y a levé des fonds pour une production que vous pourriez, vous, initier. Et alors, il y a des partenariats avec notamment des pays qui en ont besoin pour peut-être venir en appui, c'est ça ? Tout à fait. Ici, celui qui a le plus de probabilité d'entrer dans notre actionnariat provient d'un pays étranger. Indépendamment de l'aspect levée de fonds, parce que dans une levée de fonds, il y a une due diligence, il y a toute une série d'étapes avant d'arriver concrètement à la levée. On est en discussion maintenant pour faire une pré-production massive de machines. C'est un process auquel on n'est pas spécialement habitué, parce qu'en général, il y a d'abord de la part du partenaire une sécurisation de sa position dans l'entreprise avant d'entrer dans tout ce process. Mais aujourd'hui, le marché est tel que il y a plus une volonté d'aller rapidement et d'avancer dans les choses qu'une volonté d'établir des process très particuliers pour sécuriser comme on le faisait il y a 10 ans d'ici. Il y a un vrai besoin, quoi. Notamment, j'imagine, en Ukraine. Enfin, oui. Là, pour le moment, c'est là que la situation est la plus chaude, j'allais dire, en tout cas en Europe. Là, par exemple, c'est quelque chose sur lequel vous allez intervenir, de près ou de loin ? Oui, ici, clairement, la production qu'ils souhaitent, c'est pour l'Ukraine. On a beaucoup de contacts, comme tu le sais, avec l'Ukraine et avec les différentes unités militaires sur place. Nous, on y sera très prochainement pour s'assurer que notre produit est parfaitement en corrélation avec leurs besoins. Donc on reste sur la ligne de front pour s'assurer que ce soit bien adéquat. Et d'autre part, avec les fournisseurs de drones sur place, pour s'assurer que la technologie qu'on a peut faire sens, parce qu'ils sont venus vers nous dans ce cadre-là, et s'assurer que on soit vraiment aligné avec la réalité. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas juste de fournir des drones en plus
drone kamikaze, mais de s'assurer que celui qu'on fournit fait vraiment du sens dans le contexte opérationnel. Et ça veut dire quoi? Enfin, j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire faire sens, être opérationnel? Oui. Quelle est la plus-value aussi de ce que vous apportez sur un front de guerre? Alors, je vais donner 2 exemples très précis. Le premier, d'une part, c'est une capacité d'attaque autonome. Donc, on va dire, voilà, on sait que là-bas, on a des cibles qui s'apprêtent à nous agresser. Donc, on va lancer la machine pour qu'elle puisse attaquer ces cibles, tout en sachant qu'arrivé à proximité, on n'aura pas de communication radio. Donc il faut que le drone ait une capacité de détection autonome de sa cible pour pouvoir traverser les différentes protections et le brouillage qu'on aura en face de nous, de manière à toucher sa cible. Le deuxième élément où on a un très gros avantage aussi par rapport à la concurrence, c'est que généralement le plus gros risque pour les pilotes ukrainiens, c'est d'être détectés au moment où ils pilotent leur drone, parce qu'ils font des émissions radio, ce qui fait qu'on peut détecter la source de l'émission radio et donc envoyer de nouveau un drone en face pour éliminer le pilote. Nous, on n'utilisera pas de radio, ni fibre optique ni rien. La machine va être totalement autonome. On la programme sans émission radio. On met un petit coup dessus et elle démarre. Ce qui fait qu'elle partira sans que personne la remarque et sans être détectée, et elle ira toucher sa cible sans qu'on puisse l'arrêter. Ça veut dire quoi? C'est de l'intelligence artificielle? Enfin, c'est un miracle? Enfin, comment ça marche? Alors, encore une fois, sans dévoiler les secrets défense. Non, tout à fait. Il y avait une partie d'intelligence artificielle qui est connue par tout le monde, c'est la détection et la reconnaissance d'objets grâce à l'image. Mais principalement, ce sont des algorithmes déterministes, donc c'est-à-dire que c'est toute la programmation qu'on a effectuée dans la machine. Parce qu'une des particularités qu'on a, c'est qu'on embarque un ordinateur à bord de la machine, qui va lui permettre d'amener toute une série de capacités d'évitement d'obstacles, de reconnaissance du terrain, d'évitement de risques, d'évitement de contre-attaques, qui font qu'elle est capable toute seule de faire sa mission. Et en fait, nous, à la base, c'est ça qu'on faisait. C'était du logiciel pour les drones. Il se trouve qu'au final, on s'est retrouvé à faire du matériel pour les drones, parce qu'il y avait un manque sur le marché. Mais fondamentalement, nous, notre intérêt, c'était vraiment le logiciel pour le rendre autonome. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses que vous avez développées vous tout seul dans votre garage, ou bien il y a des partenariats avec des centres de recherche? Enfin, comment ça marche Alors, fondamentalement, on a développé l'ensemble du logiciel tout seul. C'est du software comme un autre. Donc, on a fait un logiciel qui se positionne un peu comme un système d'exploitation, comme vous avez sur votre ordinateur, qui va permettre de prendre le contrôle d'un drone, quel qu'il soit, et de lui amener des compétences et de l'intelligence supplémentaires. Et quand on dit intelligence, c'est pas nécessairement intelligence artificielle, mais c'est capacité de réflexion, capacité d'analyse, qui peuvent être tout à fait déterministes au lieu de l'IA. J'aime beaucoup ce que l'IA apporte, mais je suis pas persuadé qu'il faut la mettre partout, dans tout et n'importe comment. Donc ici, nous, le différenciateur, c'est vraiment le logiciel qui se porte dans la machine, qui lui permet à la fois de la piloter, mais aussi de communiquer avec d'autres machines. Et donc de pouvoir faire des attaques groupées, pour faire des défenses groupées, et donc de pouvoir collaborer de manière autonome entre plusieurs machines. On a vu dernièrement des grosses opérations comme les Ukrainiens ont fait, où ils envoient 50, 100 drones pour attaquer un aéroport. Sur des raffineries, par exemple? Exactement. Ouais. C'est des choses qu'on peut faire de façon automatisée, sans un seul opérateur. Et ça change tout. Ça change tout le paradigme. Parce que ça veut dire qu'on obtient à la fin un système de dissuasion par drone qui est assez important, parce que vous n'avez plus besoin d'humains. Les machines peuvent être n'importe où. Ça diminue le risque humain, oui, clairement. Ouais. C'est le but. C'est qu'on n'ait plus d'humains impliqués. Si vous savez qu'en face de vous, vous avez des machines qui sont capables d'être opérées de façon autonome, qu'il n'y a plus d'humains à éliminer pour empêcher qu'elles partent. Elles partiront de toute façon. Ça fait réfléchir. Et ça devient plus une arme de négociation de paix qu'une arme offensive. Oui, c'est là où j'estime ce qu'on a dit au départ, que c'était plus une arme de dissuasion qu'un drone tueur, ce qui fait tout de suite donne une impression un peu négative, évidemment. Mais... C'est ce qu'est l'arme nucléaire, au final. Ouais, le but n'est pas d'utiliser, mais d'utiliser comme dissuasion.
Ouais, c'est ça. Alors vous dites que vous allez prochainement sur le front en Ukraine. Ça veut dire quoi? C'est un moment qu'on appréhende. Je ne sais pas comment on perçoit en fait ça quand on est dans une dynamique comme la vôtre. Alors, je ne l'appréhende pas du tout. Au contraire, je me réjouis d'y aller. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est quelque part une nécessité d'une part parce que il faut savoir ce qui se passe. Il faut pouvoir confronter ce qu'on a développé sur base d'informations reçues avec la réalité. Je pense qu'on sera très en corrélation avec la réalité, mais je veux en être sûr. Et je veux aller voir avec les troupes sur place, faire des opérations avec eux et s'assurer que tout se passe correctement. Et pour moi, ça c'est très important. Quel est votre regard sur le conflit, si vous en avez un, et si vous pouvez le dire? Mais c'est justement, vous dites qu'il y a quelque chose d'existentiel qui se joue là, et j'ai envie d'y contribuer. Ça fait partie de votre démarche? Non, je ne sais pas ce qui se joue là-bas. Je ne sais pas pourquoi cette guerre est déclarée. Je ne sais pas quel est l'objectif. Je pense qu'elle va durer encore un certain temps, que même s'il y a une trêve qui se profile, ben, je ne pense pas qu'elle durera. Par contre, ce que je veux, c'est m'assurer qu'en cas de poursuite du conflit et de progression de celui-ci vers nos territoires, ce que j'ai pu mettre en place puisse nous aider dans notre défense. Ça fait un peu peur ce que vous dites. Ça veut dire que vous estimez que c'est possible, ou en tout cas que vous avez des contacts qui vous disent que c'est possible. Personne ne dit rien, je pense juste, moi, que c'est possible. Et donc là, c'est une contribution, alors dans ce cas-là, à notre protection collective, en fait. Tout à fait. Ça, c'est mon objectif final. Ouais. Bon, vous êtes pour le moment une petite entreprise. Oui. Hein, l'objectif, c'est quoi quand on... Parce que là, effectivement, il y a un marché, potentiellement, il y a une capacité à développer l'activité. Comment on programme ça? Est-ce que vous avez des perspectives? Comment vous le voyez? Oui, tout à fait. Donc, il y a toute une série de commandes qui sont en préparation. Et l'entreprise va devoir grandir sur deux fronts différents. D'une part, on va devoir augmenter un tout petit peu l'équipe R&D, mais pas grand-chose parce qu'on est déjà, je dirais, relativement loin par rapport à la roadmap qu'on s'est fixée au niveau technologique. Mais par contre, il y a la partie production de masse, où là, on va devoir agrandir très fortement l'entreprise avec des collaborateurs qui vont devoir fabriquer les machines. Alors, on les a conçues de manière à ce qu'elles soient très rapides à fabriquer. En moins d'une heure, une machine est assemblée, prête à voler. Mais ça reste quand même une certaine charge quand on sait qu'on parle de parfois 5 à 10 000 machines par mois. Quand vous dites ça, c'est installer les productions ici. Pour le moment, c'est les installer dans d'autres pays proches de l'Ukraine. C'est déjà fixé. Est-ce que vous pouvez le dire ou pas, en fait? Je ne sais pas. Alors nous, on préférait l'installer ici. Maintenant, ici, on travaille avec des investisseurs, donc il y aura aussi une part de décision qui viendra de ça, il y a des partenariats avec des industriels qui vont se mettre en place potentiellement. Alors ça, d'une part aussi, oui. Mais indépendamment de ça, à partir du moment où un investisseur rentre dans la société pour la faire progresser, il aura aussi certainement son agenda qu'on devra partiellement ou complètement suivre. Et donc ça veut dire recruter du personnel, enfin ça veut dire que vous êtes parti dans une vraie démarche entrepreneuriale ou dans le bon sens du terme, quoi. Ouais. Totalement. Ouais. Si on a la production telle qu'elle est prévue, on devra recruter au moins 50 personnes sur 2026. Et vous pouvez être un acteur belge et européen, en l'occurrence. Je veux dire, la perspective, elle peut être celle-là, à terme. Clairement, juste belge, je ne pense pas que ça soit suffisant. On espère en tout cas clairement être un partenaire européen, mais aussi un partenaire ukrainien. Est-ce que dans un développement comme celui-là, il y a des contraintes? J'imagine qu'il y a des contraintes régulatoires, de normes, de protection. Je ne sais pas, moi, comment ça fonctionne en fait? Alors, il y a des contraintes qui sont celles je dirais, de l'avenir anticipé. Aujourd'hui, dans le développement de nos produits, on ne peut pas juste faire un drone qui vole. Ça, c'est trop simple. On doit faire en sorte qu'il vole, qu'il soit facile à fabriquer, facile à faire évoluer. On voit que le cycle d'agilité au niveau de l'Ukraine est de quelques semaines. Donc fatalement, on a cette contrainte de devoir tout remplacer facilement en fonction des besoins. On a une contrainte de sourcing des composants, donc où est-ce qu'on achète quoi, et de maîtrise de l'ensemble de la chaîne. C'est très compliqué.
Typiquement, aujourd'hui, un bête exemple, c'est que les moteurs qu'on utilise pour les drones, on n'a pas de fabrication européenne qui ne dépend pas de la Chine. Or, on sait que potentiellement, à un moment, ça pourrait poser problème. Voilà. Donc on sait que ça, c'est un point d'attention. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certains capteurs au niveau du drone qui sont en rupture de stock pour les 8 prochains mois. Ah oui. Donc ça veut dire que tout ce qui a été produit a été acheté. Donc on sait qu'il va y avoir un gros problème à ce niveau-là. Et comment on fait alors? Ça veut dire qu'il faut envisager des productions propres ou des partenariats qui le permettent, enfin... Alors, typiquement sur les composants, il n'y a pas de solution parce que c'est le fournisseur qui est le seul à fournir ce composant très particulier. Maintenant, dans la mesure où on a redéveloppé tout notre design électronique nous-mêmes, on l'adapte pour passer sur des solutions palliatives jusqu'à ce que celle-là soit épuisée aussi. Et donc, c'est en permanence devoir faire une évolution et devoir se maintenir à jour non seulement sur les composants, leur disponibilité, l'avenir de ceux-ci, pour s'assurer qu'on soit en mesure de programmer une capacité de production permanente. Et avec aussi l'innovation en permanence, j'imagine, parce que tout ce dont on parle là, c'est des technologies qui évoluent, qui s'adaptent, qui répondent peut-être à des technologies de l'ennemi, entre guillemets. Tout à fait. Tout ça. Tout à fait, mais c'est en permanence. C'est pour ça que c'est important d'avoir un contact très proche avec le terrain, pour s'assurer qu'on soit bien corrélé avec la demande et avec le besoin. C'est pour ça aussi qu'on doit être en possession de la propriété intellectuelle de l'ensemble du système pour pouvoir le modifier, le changer en fonction de la réalité. Si demain on se dit, voilà, tiens, ce capteur-là que tout le monde utilise, ils ont trouvé une solution pour le contrer d'une façon ou d'une autre, là, il faut le changer. Vous ne pouvez le changer que si vous avez la maîtrise de l'ensemble. Et de nouveau, il faut repartir sur ce système de sourcing, etc. Et donc, il y a une R&D qui va, d'une part, être orientée sur l'évolution de nos systèmes pour qu'ils soient toujours à la pointe dans ce qu'on estime être l'avenir, mais aussi pour répondre concrètement aujourd'hui aux challenges technologiques qu'on rencontre sur le terrain. Vous m'aviez dit aussi que la volonté, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'être en capacité de répondre si jamais le conflit s'étend, voire touche des territoires européens, de l'Union européenne ou de l'OTAN. Est-ce que ça veut dire aussi, vous m'aviez dit qu'on prévoit une production qui peut être, j'allais dire artisanale, enfin je ne sais pas si c'est le mot, mais qui peut se faire dans un garage ou dans une remorque en fait. Clairement. En fait, dans le design des drones eux-mêmes, on a prévu que la fabrication même des pièces puisse se faire avec des éléments qu'on trouve partout sur le marché. Vous prenez une imprimante 3D à 500 €, elle peut fabriquer les pièces. Il n'y a pas besoin d'avoir une machinerie spécifique, des usines ou autres. Vous prenez une remorque, une benne, une cave, n'importe quoi. Vous pouvez installer une production des pièces, vous pouvez installer une station de montage des drones. Il n'y a besoin de rien. C'est-à-dire que des gens pourraient se l'approprier, en fait. Enfin, quand je dis dans une défense civile, presque. C'est le but. Ouais. À partir du moment, si on est les seuls à pouvoir fournir la machine, même si elle correspond à 100%, ça ne sera pas suffisant. On voit ici clairement, dans le conflit ukrainien, qu'on a une consommation de 8 à 10 millions de drones par an. Des millions de drones par an. On ne peut pas produire ça. Donc il faudra pouvoir disperser la production et l'adapter en permanence. C'est un process qui est énorme. Qui est vertigineux en quelque sorte. Comment vous, parce que ce n'est pas d'hier que ça date, que vous vous êtes dit, en fait la guerre du futur, la guerre d'aujourd'hui, ce sera le drone en facteur X. Comment c'est venu dans votre parcours? Alors pour moi c'est assez évident que c'est quelque chose qui allait se produire parce que, d'une part, on le voyait déjà en Syrie il y a 7-8 ans d'ici, où il lâchait des grenades avec des petits drones. Chez vos collègues de l'RTBF, j'avais déjà dit en 2016, 2017, je pense, que c'était pour moi ce qui allait se produire parce que c'était tellement facile de faire ça qu'il n'y a aucune autre option. Évidemment que ça va arriver. Oui, par rapport à ce qui est tout lourd et massif, enfin, que ce soit les avions de combat, les chars, les missiles, tout ça est extrêmement... C'est autre chose, évidemment, mais ici, on est dans une autre dimension. C'est pas tellement une autre dimension, c'est une autre perception. Ouais. C'est-à-dire que un avion, vous le détectez. Un missile, vous le détectez. Le drone est très difficile à détecter, jusqu'à ce qu'on arrive à le faire.
Et quand on arrivera à le faire, on fera un truc plus petit. Et on est en train de le faire. Parce que pour moi, c'est vers là où on va aller à l'avenir. C'est des drones de plus en plus petits, avec des capacités offensives de plus en plus grandes. Donc fondamentalement, le paradigme, je pense, vers lequel on va toujours avoir besoin d'avions, de missiles, etc. Ça, je pense que ça ne va pas changer. Par contre, la guerre des fusils, je pense, va se déporter pour avoir plutôt une guerre de drones autonomes. Oui, sans humains, comme vous l'avez dit. Enfin, oui. Et alors, de là, se poser la question de savoir quel est le sens au final de faire ça. Parce que si c'est des machines contre des machines, au final, ce sont des capacités de production qui se battent l'une contre l'autre. Et donc, c'est très difficile d'imaginer jusqu'où ça peut aller. Et c'est pour ça que pour moi, on va arriver à un moment donné à avoir des capacités technologiques qui sont tellement importantes qu'on n'aura plus besoin de s'en servir. Oui, ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire c'est une dissuasion du type de celle de l'arme nucléaire, enfin, Je l'espère. Qui vise à neutraliser à un moment la volonté d'agression d'une partie, quoi. Tout à fait. En tout cas, j'espère que c'est vers là qu'on ira. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est que, marrant, c'est peut-être pas le mot, mais dans votre démarche, il y a quelque chose de pacifique en réalité, sans doute. J'ai aucune volonté belliqueuse, et encore moins létale. J'anticipe juste un besoin qui risque de se produire prochainement. Alors, vous êtes un entrepreneur aussi. Vous avez eu une vie avant, j'allais dire, ces drones-ci. Oui. C'était une application. Vous êtes toujours un spécialiste des drones. Là, c'était pour des applications civiles liées notamment au climat ou. Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine. J'ai plusieurs sociétés qui relataient du développement des drones. On était plutôt orienté civil et sécurité parce que c'était a priori les marchés d'un point de vue business qui se développait. La régulation pose de gros soucis à ce niveau-là. Donc c'est un marché qui est très très compliqué. Mais en tout cas, à l'époque, le marché militaire n'était pas spécialement développé. On a eu des contrats avec la défense dans plusieurs pays en Europe, même avec les États-Unis. Mais c'est pas quelque chose qui avait qui était dédié à être pérenne. C'était quelque chose qui était relativement occasionnel. Par contre, les besoins civils, et toujours maintenant, sont énormes. C'est juste l'aspect régulatoire qui rend les choses compliquées. C'est-à-dire, par exemple, il y avait par exemple des drones pour l'agriculture, c'est ça pour l'agriculture, non, pas spécialement. Mais on avait des drones pour la sécurité de sites, okay. Donc pour faire de l'inspection automatisée, éviter de nouveau... Même concept, que ce soit l'homme qui soit en relation directe avec un agresseur potentiel, mais qu'on envoie simplement une machine. Des drones de transport. On avait des drones d'inspection pour tout ce qui était rail de chemin de fer, pour tout ce qui était pipeline, etc. Donc on avait toute une série d'applications au niveau civil qui nous permettaient de couvrir un grand nombre de domaines. Et dans la mesure où ce qu'on avait développé au niveau logiciel, c'était vraiment un operating system, on passait très vite d'une application à une autre. Et donc ici, par rapport aux besoins actuels et au réel marché qui s'ouvre aujourd'hui, évidemment, on est redirigé sur le militaire. Quand vous avez dit le régulatoire, que je comprenne bien, c'est les règles de production ou c'est les règles d'utilisation? D'utilisation, oui, c'est ça. Les règles d'autorisation de vol. Qui font que du coup, le marché est compliqué à développer parce que parce qu'on n'utilise pas nécessairement le drone qui est produit. Enfin, en tout cas, que c'est compliqué de l'utiliser, quoi. Voilà, c'est très compliqué de l'utiliser et généralement les projets meurent dans l'œuf parce que ça demande tellement de temps d'avoir une autorisation de vol que le projet disparaît. Ça veut dire que vous avez dû connaître des échecs dans ce cas-là. Bien sûr. Et alors, comment on dit souvent que en Europe ou contrairement aux États-Unis, par exemple, c'est plus difficile de vivre des échecs. Vous avez chaque fois relevé la tête. Comment ça se passe en fait dans des moments comme ça? Alors, la première chose, c'est de faire un choix. Est-ce qu'on se laisse condamner par l'échec ou est-ce qu'on avance? Comme tu l'as compris, j'ai plutôt tendance à vouloir avancer. Maintenant, clairement, l'échec n'est pas facile à vivre, que ce soit économiquement ou psychologiquement. C'est jamais quelque chose de très gai. Mais à partir du moment où on peut en tirer les leçons et faire son introspection, on peut améliorer les choses par rapport à la suite et décider de recommencer ou pas. Ici, clairement, dans le domaine des drones, j'estime qu'il fallait recommencer. Et visiblement, je ne me suis pas trop trompé. Oui, en se disant, sans cynisme aucun, que là, il y a une opportunité importante. Il y a un besoin
dont on a parlé, à la fois de protection de nous tous collectivement, et il y a une opportunité économique aussi. Absolument. Clairement. Donc l'un va avec l'autre, en réalité. Oui. Et ça veut dire qu'on se prépare au succès aussi. Enfin, je veux dire qu'il faut... Est-ce que ça a géré aussi, ça, le fait tout d'un coup de... Je sais pas que vous êtes assailli de demandes, mais en tout cas, j'imagine que ça change quand même. Ça change. Alors, c'est beaucoup de travail. Ouais. Donc là, j'ai fait un gros effort pour ne pas avoir les yeux complètement tirés. Mais, c'est vrai? Oui, c'est... Quoi, ça veut dire un peu de petite nuit ou C'est une nuit de 3-4 heures, oui. Ah oui. C'est vraiment beaucoup de boulot. Alors, c'est très positif et c'est encourageant et tout ce qu'on veut. Ça reste beaucoup d'énergie, ça fatigue énormément. Et comme mes cheveux gris le démontrent, je ne suis plus tout à fait très jeune. Donc voilà, il faut le temps de pouvoir se récupérer. Mais je ne pense pas qu'il y ait une préparation à faire pour la réussite. Par contre, je pense qu'il y a une préparation à faire pour supporter la charge que ça représente. Jusque-là, on avait des commandes relativement faciles à livrer. Vous livrez 5 machines, 10 machines, bon voilà. Au pire, vous travaillez tard un jour. Quand il faut livrer 10 000 par mois, c'est autre chose. C'est une vraie industrie à mettre en place, chose à laquelle je ne suis aujourd'hui pas habitué, mais que je vais apprendre. Vous n'êtes pas tout seul non plus. J'imagine que y a des partenaires sans doute qu'on ne peut pas les nommer, mais vous allez avoir des gens qui vont vous accompagner dans ce processus-là. Hein. Tout à fait. Quand on s'est rencontrés, vous étiez donc à Helsinki dans ce salon avec l'agence Walden à l'exportation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un réseau, un écosystème en Wallonie singulièrement qui est efficace pour vous appuyer? Je dirais qu'il y a une grosse partie de l'écosystème qui est présente et sur lequel on peut se reposer pour avancer dans nos projets, oui, effectivement. Là, on parlait de l'exportation, mais il y a le secteur de la défense et de l'aéronautique en Wallonie est quand même conséquent. Donc j'imagine que là, vous allez pouvoir devenir un des acteurs qui contribue à ce développement-là. Je l'espère en tout cas. Et on a eu la chance d'avoir des partenaires industriels qui ont cru en nous et qui ont avancé avec nous et qui nous permettent d'arriver aujourd'hui à ce stade de développement. Je pense que beaucoup ont compris que le drone était une technologie d'avenir et encore plus une technologie actuelle. Et étant en gros les seuls en Wallonie à travailler dans le domaine, évidemment ça permet de développer des partenariats qui font sens à la fois pour eux comme pour nous. Donc 2026 va être pour vous l'année du grand envol. Enfin, c'est quand même... Enfin, c'est déjà entamé, mais... C'est très contextuel, l'année du grand envol pour les drones. C'est pour ça, ça va être l'année de la concrétisation, en réalité. J'espère bien, oui. En tout cas, c'est bien parti pour. Voilà, on le souhaite pour vous aussi, en espérant que, par ailleurs, les démons guerriers de certains ne se répandent pas trop longtemps, parce que c'est ça aussi l'enjeu dont on parle... Oui, mais vu les dernières déclarations... il n'a pas l'air de vouloir se calmer. Donc. Non, on n'a pas l'impression que tout ça va s'apaiser et que les sirènes de la paix ne sont pas encore pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite alors du courage et on souhaite que l'entreprise fonctionne et en même temps qu'elle ne soit pas trop... qu'on n'ait pas trop besoin de l'utiliser pour nous protéger, nous, parce que ça ne voudrait quand même pas dire des choses très positives. On est d'accord. On est d'accord. Merci à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk. Je vous souhaite évidemment une très belle fin d'année 2025 et surtout une très belle année 2026. À très bientôt.